Okay, thank you very much, Johan. I will ask you to stay with us online because maybe there are some other questions now from the audience. C'est maintenant à vous s'il y a des questions pour nos trois intervenants. Et je demande peut-être Noria, comme ce matin, de venir plutôt ici devant, si ça vous va. Oké. Dus als er vragen zijn voor de sprekers, misschien ook zeggen tot wie u de vraag richt, peut-être dire à quelle personne vous adressez la question, ou si vous avez des remarques, des suggestions. Moi, je viens ici peut-être à côté de moi. Ça vous va? Ben, j'espère. Est-ce qu'il y a des questions déjà maintenant? Là, je vois deux mains levées. Ben, c'est pratique. Trois, Geert. OK, ben, Hugo, Sarah et Geert. Oui, moi j'ai une question pour Martin Pays-Bas. J'en ai trois. C'est de court. D'abord, il y a quelque chose que j'ai pas bien compris dans le système pour déterminer les loyers. Donc, c'est à partir d'un système à points. Mais comment est-ce que vous passez des points aux euros? Je sais qu'il y a une correspondance, mais comment est-ce que cette correspondance est construite? Est-ce que c'est une photo du marché ou est-ce que c'est fait de manière normative en dehors de toute référence au marché? Ensuite, vous avez parlé de 4 à 5 000 litiges. Il me semble que comparé à Paris, c'est de l'ordre de 2 à 5 fois plus, hein, si on prend compte de la taille du marché qui n'est pas la même. Est-ce que c'était toutes des demandes pour baisser les loyers? Est-ce que vous savez comment est-ce que ces demandes ont abouti? Et comment est-ce que vous expliquez qu'il y en ait autant? Comment ça se fait que ça marche mieux qu'à Paris? Peut-être c'est aussi une question du coup pour Noria. Et puis, j'ai l'impression que dans les trois cas qu'on nous a présentés, il y a des structures de la propriété qui sont très différentes. Donc des poids des acteurs propriétaires qui sont très différents. Et il y a un moment, vous avez présenté un graphique où il y avait des proportions des locataires selon les déciles dans chacun des sous-marchés, des types de propriétaires, mais il n'y avait pas non plus, il y avait pas le poids de chacun de ces propriétaires. Est-ce que les entreprises pèsent lourd? Est-ce que le secteur public pèse lourd? Peut-être que j'ai manqué quelque chose. Voilà, merci. Merci Hugo pour la question. Maarten, si vous voulez, vous pouvez répondre, excuse-moi. Ik zal het in Nederlands zeggen. Oh, Maarten, je mag in het Nederlands antwoorden als het voor u gemakkelijker is. Yeah, thank you very much for the questions. Thank you very much. I will try to answer in English to practice my English for today. Well, the first question, actually, to explain it very briefly, we have a point-based system, and every point equals around €5. So let's say in the next year, the market will be regulated till around 200 points, which will equal a maximum of €1,000 rent a month. But actually, the value of one individual point is reevaluated every year. And it's knows an index of inflation. So that means that the current year, the value of 1 point will be increased with around 14 or 15% roughly, which will means that for the same house, which is on the top of the maximum of the allowed points, we'll have an increase of a maximum rent of around 14-15%. And currently the market is regulated until a rent of around €750 a month, and that will be increased from 750 till €1,000 a month. So that means that the market will be regulated equaling from 200 points after next year till around, let's say, 150 points currently. So it means a quite larger share of the market will be regulated, but
actually the number of houses which will be involved in extra regulation is rather small because that part of the market is rather small. The other questions, well, the third question I think was more a very good analysis, which was also my conclusion after listening to my Swedish and French colleagues. I think European markets are still very much different also because there are a lot of different tax systems in place, which can also create very much big gaps between different markets. So for example, we have income support in social housing, and we have large deduction on mortgage interest in the home ownership market, which means that if you rent not in social housing and you don't have home ownership, you don't have any income support. So those people have well, the rent is a very big burden on their monthly spend. So I have to think about your second question. I must admit, maybe you can repeat the second question. Ook herhalen, Maarten. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de demandes de baisse de loyer? Est-ce que c'est bien, vous avez parlé de 4000 baisses de demandes, est-ce que c'est bien toutes des demandes pour baisser les loyers? Et comment est-ce qu'elles sont résolues? Est-ce que les locataires ont obtenu gain de cause? En quelle proportion, si vous savez? Yes, my apologies, I can remember the question now. So actually, that's quite a fascinating aspect. I agree on that, because actually, to be honest, the tenant rights are rather strong in the Netherlands on paper. But we have seen in the last decade is that there is a large-scale increase of rather small landlords who are simply not aware of the legal rights of tenants. But also, as I mentioned in my presentation, we have seen a large-scale increase in the use of temporary contracts, which means that on paper tenants have strong rights, but they are mostly not using their rights because they are afraid that they are kicked out of their housing. But actually, when tenants use their rights are quite strong on paper. So most of the times, the disputes are settled in favor of the tenant, to be honest. So that means that in theory, we have strong tenant rights. And most of them are indeed involving lower rents for tenants. That means that mostly the rent is too high because all the different aspects of that specific dwelling do not allow such a high rent. But I have to admit, I think the point-based system has become quite complex. It has become like let's make a comparison with a Christmas tree. Every year there are more complex aspects added to that Christmas tree. So it makes it very complex to understand, even for tenants, but also for landlords. So sometimes it's not bad faith, but people simply are not aware of what the maximum rent should be. But mostly they are settled in favor of the tenant. Ok, dankjewel. Noria, tu veux encore répondre pourquoi finalement il n'y a pas tellement de dossiers Il y a très peu de recours de la part des locataires pour le moment. Et c'est vraiment ce que font remonter l'ensemble des agglomérations qui mettent en place l'encadrement des loyers. Parce qu'elles peuvent intervenir que sur plainte du locataire. A priori, mettre en demeure le bailleur et l'amende, etc. Enfin, ça reste à vérifier, il faut relire quand même le texte. Mais en tout cas, elles l'interprètent de manière à ce qu'elles ne puissent intervenir que si elles sont saisies de la part des locataires. Et elles ne sont pas saisies de la part des locataires. Et les associations peuvent aussi, nous aussi dans nos réseaux, on a très peu de... La question des loyers ne se pose pas encore réellement. Mais d'abord, nous, parce que nous, dans nos réseaux associatifs, les gens arrivent surtout au moment où il y a des impayés locatifs ou des problèmes de décence, etc. Puis pour des baux qui souvent sont en cours. Donc la loi n'est pas encore tout à fait applicable aujourd'hui puisqu'elle est récente.
Donc, il y a ça aussi. Mais elles se plaignent vraiment de ça. Mais du coup, c'est pour ça qu'elles mettent toute cette information en ligne et qu'elles mettent aussi les formulaires de saisine pour les locataires qui, en ligne, peuvent remplir un signalement à la collectivité, joindre les pièces, le bail, etc. Et ensuite, ça se fait. Donc, on voit pas encore quel est l'apport de ce dispositif. On va voir, mais ça devrait aider. Mais après, la défense des locataires, on a le problème dans tous les rapports locatifs. En indécence, on a le problème. En insalubrité, on a le problème. Les congés qui sont délivrés par les bailleurs, on a un problème. Les locataires font rarement valoir leurs droits et puis ont aussi énormément de mal à se défendre. Donc, en termes d'effectivité, là, il y a un gros nœud. Sarah and Leah. C'est une question qui va pas tout à fait dans le même sens, mais un peu. Noria t'a dit que, ici, ce qui avait vraiment eu un impact, ça a été de limiter l'augmentation du loyer entre deux bails de la valeur de cet index, donc de maximum 3,5%. L'IRL, là, oui. Comment est-ce que cette limitation est effective? Parce qu'en fait, dans le droit belge, de ce que moi j'ai compris, les baux, en théorie, ne sont pas censés vraiment augmenter hors inflation pendant 10 ans à Bruxelles. Si tu lis bien, je ne me trompe pas, il y a une histoire comme ça que ce n'est pas censé augmenter. Ah oui, c'est ça. Enfin bon, bref. Mais c'est ça, tu peux augmenter. Oui, mais le truc, c'est qu'on n'arrive jamais à contrôler ces machins-là. Et du coup, comment vous avez fait? Tu vois, comment vous avez fait pour que réellement, entre deux bails, il n'y ait pas une augmentation qui soit supérieure à ça, entre deux baux? Il y a quand même des augmentations qui sont supérieures, donc il y a aussi des choses qui sont pas, des augmentations qui sont pas réglementaires, quoi. Mais globalement, on voit quand même qu'il y a l'augmentation faiblit, et elle faiblit depuis que la réglementation a été mise en place, donc du coup que les bailleurs, de fait, la respectent. Mais nous, on a la possibilité d'inscrire dans un contrat une clause d'indexation, et donc la possibilité d'indexer tous les ans le loyer. Ça, c'est... Oui, mais c'était vraiment entre les deux baux. Oui, Comment on entre les deux contrôle ça chez vous? Je sais pas, il n'y a pas de contrôle. Entre les deux baux, on le contrôle. Le locataire est censé pouvoir le contrôler avec les mentions qui sont obligatoires dans le bail. Voilà, déjà ça. On n'est pas certain quand même que ce soit inscrit dans chaque baux. Donc là, vu qu'on voit quand même un résultat en termes... les chiffres sont ce qu'ils sont, donc on pense que les bailleurs appliquent la réglementation, tout simplement. On n'applique pas la réglementation comme ça. Kan ik in Nederlands of liever gaan? Oké. Mijn eerste vraag, ik denk dat voor Frankrijk daar eigenlijk een stuk op geantwoord is, maar niet voor de twee andere landen. Dat is wat het effect is van de huurregulering op het aanbod in zaken investeringen in huurwoningen en in zaken kwaliteit, evolutie van de kwaliteit van de huurwoningen. Is aantoonbaar dat dat positieve effecten heeft dat negatieve effecten? Bon, dit. En mijn tweede vraag is eigenlijk wat de aanleiding en ook wel de specifieke doelstelling is van de huurprijsregulering. En ik ga me nader verklaren. Bijvoorbeeld in het Zweedse geval is het toch vrij duidelijk dat het een vorm van consumentenbescherming is, van huurdersbescherming. Ik hoor huurreguleringen om een stuk een matigend effect te hebben op de huurprijzen. Dus dat doet mij dan denken aan de betaalbaarheid. Het zou ook perfect mogelijk zijn, zeker in de Brusselse context en in de Vlaamse context, dat je een huurprijsregulering wilt om precies investeringen aan te moedigen in woningkwaliteit, omdat er nu een huurgarantie is voor verhuurders die dus kunnen hoge huurprijzen vragen zonder dat ze eigenlijk investeren. Dus dat heeft dan te maken met de idee van de marktimperfecties, dat de markt niet goed werkt en dat je daarom een huurregulering nodig hebt. Het zou ook kunnen te maken hebben met het feit dat je inkomenszwakke huurders wil financieel steunen
En dat als je daar geen vorm van reglementering tegenover zet, dat dat een inflatoire effect heeft op de huurprijzen. Dus ik stel mij meer de vragen rond wat is de finaliteit en wat was de aanleiding van de huurregulering. Ik stel voor dat de twee sprekers uit Nederland en Zweden erop antwoorden. Yeah, I can start. So the first question: what is the impact of rent control on investment? Basically, I mean, let's put it the other way. I wouldn't say that the Swedish system really has a control in place per se, but of course, as you point out, the consumer protection aspect is of course a way. It's moderating interest vis-a-vis each other. But I could say the weakness of the Swedish system, of course, is that it relies on a certain amount of public investment into building dwellings of a sort of affordable level. Because of course, otherwise the tendency of the private market is always to go for more extravagant, luxurious buildings and dwellings that are out of reach for the people that are in most need of affordable housing. So that's sort of the weakness. Yeah, the specific goals was the second questions, and I think you pointed it out very well yourself. It is the consumer protection aspect in the Swedish case, and to basically ensure that, and as I said about the utility value system, that an equal apartments should have equal rents. That is the sort of foundational stone of the Swedish model. So a relatively short answer. I pass the ball to my Dutch colleague. Thank you very much, Johan. Well, actually, if the debate between the rent control and investments of landlords, it's important to reinstate that the primary landlords and were housing corporations which have a strong social role in Dutch society. So actually, because they have a very large share in the rent market, for them actually rent control is not too much important, because if there was no rent control, they probably still would rent their homes for a reasonable price. And they had a very big share. But in the last 10 years, there was a strong increase of commercial private landlords, which also increased the need to have further regulation. But because they were commercial companies, that also created the debate between how regulation was going to impact investments. So currently, because we are in a phase where additional legislation is to come on short term, there is actually a strong debate, which probably is also going to impact the government. Whereas pension funds and others are saying, well, if there will be additional regulation, we are not going to invest in new housing. And they're trying to threaten in that way the government from, well, coming up with more legislation. I don't think it's a very strong case because, well, it's a bit difficult to explain, but I think our point-based system is basically a system whereas you try to regulate excessive rents, not really make sure you have affordable rent. It's really against excessive rents. So I think in that way, the system will balance in a proper way the interests of tenants and actually companies who are trying to build new houses. But that debate is very strong at this moment. So every day, yeah, well, they are lobbying against further regulation. So I think to end, I think I also answered the second question. I think the regulation which we have balances between affordability and availability, and to ensure affordability, there are additional agreements in place with housing, social housing corporations,
Some of them are not really based in legislation, but are more based in agreements between the tenant union, which we are, and the housing corporations. But I must say that's not done via collective bargaining as in Sweden. I think it's also funny because Sweden also has a strong history of collective bargaining with labor and trade unions, which we also don't have in the Netherlands. So our lobbying focuses more on the national government than we have a strong collective bargaining position, actually. OK, thank you very much. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui veulent poser des questions, madame? J'ai pas vu, excusez-moi. Dans cet ordre-là, 3 personnes, madame, oui. Oui, merci pour vos présentations. En fait, j'aurais une question pour les deux, la même question en fait pour les deux intervenants suédois et pardon. Oui. Ça c'est étonnant, hein? Oui, la même question parce que en fait, c'est un système qui se base beaucoup sur, disons, un accord négocié entre les locataires et les propriétaires. Et j'aimerais savoir comment vous avez réussi à négocier les augmentations de loyers liées à la rénovation énergétique, vu que il y a aussi des accords sur ce sujet. Et donc, j'imagine que l'acceptance des locataires a été plus grande que dans d'autres pays où il n'y avait pas disons, cet accord de base entre les différentes les parties prenantes en fait. Et ce serait ma question commune pour les deux intervenants de Suède et ma question pour Noria, ça concerne en fait aussi la question de la rénovation énergétique, étant donné la nouvelle loi en France sur l'obligation de rénovation. Alors donc les propriétaires, on a bien vu de logements dans les classes, les classes GF, etc. Enfin les classes, les mauvaises classes de performance énergétique vont devoir rénover s'ils veulent continuer à louer. Ça, c'est une obligation. En fait, c'est un des seuls pays où il existe cette obligation de rénovation. Donc, j'aimerais avoir la position de la Fondation sur cette question-là, parce que, compte tenu de l'expérience dans d'autres pays, c'est ce type d'obligation et de réglementation a conduit à de fortes augmentations de loyers. Et là, par exemple, si on prend ce qui peut se passer en France, et particulièrement, je prends l'exemple, par exemple, de la région parisienne, de l'Est parisien. Au décès des personnes qui vivent dans les zones pavillonnaires populaires de l'Est parisien, il va se poser la question, voilà, on va rénover ces maisons, et donc il va y avoir une augmentation, une amélioration du confort, une augmentation, peut-être une surélévation, etc., une augmentation de la surface habitable, ce qui est prévu aussi par la loi, par différentes autres politiques urbaines, par exemple comme le zéro, artificialisation nette, qui va, toutes ces autres policiers, on va dire, vont avoir une influence sur les loyers. Et j'aimerais savoir comment la Fondation, qui est en principe aussi pour ce genre de politique, quelle est la position de la Fondation là-dessus, vu que peut-être qu'il va y avoir, la conséquence sera une gentrification du reste, disons, du parc de logements en Île-de-France. OK, ça va, merci beaucoup. Je vais essayer de regrouper quelques questions. Oui, Paul a montré ça ce matin, comment il faut faire. Je vais essayer ça aussi. Oui.
Bonjour, déjà je voulais vous remercier les 3 intervenants pour vos interventions parce que de là où nous on est et les questions qu'on se pose, moi en tout cas à titre personnel j'ai trouvé que voilà c'était super inspirant et je pense qu'on va voilà avec tous les copains qui sont ici en rediscuter voilà dans les prochains jours et semaines. Ma question c'était une question très précise pour Maarten. Donc vous avez parlé donc il me semble que c'était du côté d'Amsterdam que certaines villes interdisent les investissements locatifs et donc quand on achète on est obligé d'habiter. Et voilà, j'aurais voulu avoir un peu plus d'informations là-dessus, voir un peu pour quelles raisons cette mesure-là a été prise et quels impacts vous voyez sur le marché locatif et sur le marché acquisitif. Ok, merci beaucoup. Et alors, monsieur? Oui, donc moi, si j'essaie de résumer, c'est que là où ça marche, c'est qu'il y a un investissement fort du public, des syndicats de locataires qui sont aussi forts, qui du coup vont dans des espaces de négociation où il y a un rapport équilibré avec les bailleurs. Et donc des rapports de force qui sont équilibrés, et puis un droit des locataires qui permet d'éviter des répressions telles qu'on peut le connaître ici, et qui évite du coup le fait que si un locataire va demander une baisse de son loyer, il se fasse ensuite réprimandé par son bailleur qui va le mettre à la porte. On n'a pas beaucoup parlé des charges liées simplement aux factures. Donc souvent les chauffages, l'eau, etc. sont aussi liés. Il y a le loyer, puis il y a les charges aussi qui sont des forfaits ou des provisions. On sait ici les constats en Wallonie que c'est aussi des manières pour augmenter le loyer, c'est-à-dire qu'on va augmenter les provisions, parfois de x2, x3, qui ont un très très fort impact sur les loyers. On n'a pas beaucoup parlé de ces problèmes de charges, donc je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était, parce qu'on entendait effectivement qu'en Hollande, ou je ne sais plus où c'était le chauffage, ou c'est en Suède, je pense, le chauffage et l'eau sont pris dedans, mais c'est peut-être différent. Enfin, voilà, juste par rapport à cette question-là. Et puis, on n'a pas non plus évoqué la taxation sur les profits locatifs. La petite réflexion, c'est que l'investissement dans le logement est un des seuls investissements où on garantit un revenu qui est indexé en plus chaque année. Par rapport donc, à des investissements en bourse, c'est quand même très, très rentable. Et malgré ça, il n'y a finalement, il n'y a pas grand-chose comme besoin, en tout cas en Belgique, de rendre des comptes. Et donc, du coup, c'est quelle est aussi la question de la taxation sur les profits locatifs je parlais là pour la Suède et la Hollande, vu que c'est plus contraignant en tout cas. Est-ce que du coup, la taxation, elle, voilà, est-ce que c'est des paradis fiscaux pour les investisseurs dans les logements, ou bien est-ce que c'est aussi il y a une taxation, parce qu'ici en Belgique, il n'y a aucune taxation sur les revenus locatifs, pour rappel. Ok, André, je vais vous donner la parole après, ça va dans le tour suivant. Il y a la première question sur la rénovation obligatoire, mais ce n'est pas seulement en France, ça devient quand même un peu la règle partout. Et c'est quoi la conséquence pour les loyers et l'encadrement des loyers? Il y a cette question sur l'introduction dans certaines communes, villes aux Pays-Bas pour l'investissement locatif, la question sur les charges et la taxation sur les loyers. Je ne sais pas qui veut commencer. Maarten, tu veux bien commencer? Yeah, thank you very much. Very interesting questions from all of you. Thank you very much. Well, to start with the first question, well, actually, that's a very interesting part of our point-based system, because if the dwelling is of a better quality, and that means it uses less fossil fuel, the rent is a bit higher, but your energy bill is a lot lower. So actually, dwelling of better quality make sure that the tenant has lower monthly costs, because the rent is a bit higher, but the energy bill is a lot lower. So actually, in that way, if we improve housing the coming 5 to 10 years, the net position of tenants will improve. So their financial position will probably improve by making the housing more sustainable. So in that way, we also try to create a framework where the government, where sustainability can be a chance for low and middle income households instead of a threat. So we try to set up a system where actually our tenants
are very can be very positive about improving their household. And actually, we also have a position where at the end of 2028, dwellings with a very bad housing quality can no longer be rented out by landlords. So actually, you can compare it a little bit with phasing out cars who use fossil fuel. We also have laws in place where certain dwellings cannot be rented anymore in the next, let's say, 5 to 10 years. So that's the first question. The second question was about buy to let. So actually, if you own a house in the Netherlands, if you live there by yourself or you rent it, you have a very strong legal position. So the right of your rights are very strong. So actually, when the Dutch government tried to limit the right of the ownership, it could only be limited for specific part of the market. So let's say the cheaper houses of the market till the most average parts of the market can be limited by local governments to prohibit buy to let. So it means that actually buy to let is now further increased, and that's a very good development. And what has that done with the levels of rent? Well, actually, how it works in the Netherlands, that if you have, like, let's say you have a quite median income, for most of the people, home ownership and renting a house is, there's not really a strong preference. So it means if you decrease the increase of buy to let, there's more affordable housing in the home ownership market comparable to the tenant market. And that means that in general, people will have more chance to find affordable housing, not in the rent market, but in the home ownership market. But actually that has a positive influence for the tenant market because there's less, there are less people who want housing in that part of the market. So then the supply is also lower, but the need is even more lower. So actually that has a positive influence on housing prices in those markets in general, and especially in the places where the prices are the highest, which in the Netherlands is actually Amsterdam. So we see now a rapid decrease of the housing prices in the Netherlands, although that's mainly because the European Central Bank is rapidly increasing the interests on mortgages. So I think that's the most, that's the biggest factor in a decrease of housing prices in the Netherlands currently. Then the third question. Well, actually, so we have a bit of a different system than Sweden. If you pay rent here, energy bills and water is not included. But most of the tenants have a system where they pay for that as well. But at the end of the year, the landlord has to supply with bills that they actually made that cost. So it's like you pre-fund it. So let's say actually every month you pay 100 euros for your energy bill to your landlord. Then the landlord at the end of the year has to supply proof that they actually made those costs. And if they don't make those costs, they have to pay back to the tenant the part which they didn't make the costs of. There's actually a different, the last question, and that's a very good question actually to ask to somebody of the Netherlands, because I think in the end we are still tax haven. But in this part, it's not really the case because the most commercial companies are actually treated fiscally comparable to every other company. So they just have to pay profit tax as every other country. But there are also landlords who are not registered as a private company, but they just pay tax as an individual comparable to, well, let's say to you and me
paying tax over your wages. And those tax treatment is a little bit different, but actually a bit comparable to, well, let's say they pay tax over their rent income as you pay tax over your wage income. It's a little bit more friendly, but you can compare it a little bit that way. But for, let's say for landlords, the Netherlands is not really a tax haven. It's more for international companies. Let's conclude that way. Dank u wel, Maarten. Johan, you would like to answer those questions about renovation, charges and taxation? Johan, you're still with us? You're still living? Alors, je passe la parole peut-être à vous, Noria. Merci pour nous aider là. La question sur les obligations de rénovation énergétique. Alors, à la Fondation Abbé Pierre, on est pour les obligations de rénovation énergétique. On a beaucoup milité pour, on les a obtenues. Et donc, du coup, un logement ne pourra plus être loué s'il est de catégorie G bientôt en 2025, je crois. En catégorie F en 2028, en catégorie D en 2034. Ça se met en place progressivement. Après, ça fait plus de 10 ans que ça se discute aussi, donc on y va lentement. L'augmentation des loyers qui va avec, évidemment, on est contre. On ne peut pas dire l'inverse. Alors après, un logement performant énergétiquement, c'est un logement qui est décent, c'est un logement qui est aux normes et c'est un logement qui répond aux objectifs que l'État s'est fixés avec des échéances d'une performance énergétique de son parc immobilier à 2034, je crois. Il y a la possibilité de faire participer le locataire dans les contrats. Le bailleur et le locataire peuvent signer un accord et le bailleur peut répercuter une part de la somme, mais seulement sur l'économie que ça aura occasionné sur les charges pour le locataire. Donc, il faut pouvoir, de sa part, estimer les économies réalisées et pendant une période, il peut signer un accord avec le locataire et le locataire paye un petit peu plus cher pour participer à la rénovation de son logement. Donc, c'est une façon dont ça peut être répercuté de manière contractuelle. Comme je vous l'ai dit, à la relocation et au renouvellement, c'est bloqué à l'IRL, sauf s'il y a des travaux importants. Et ça peut être des travaux de rénovation. Alors, si c'est des travaux de mise aux normes, ça, par contre, non. Donc, un logement F qui sera mis en G, on ne pourra pas augmenter au-dessus de l'IRL. Après, ça dépend. Il faut quand même qu'il y ait des sommes de travaux qui équivalent, je crois, enfin de mémoire, à une année de loyer environ. Donc, il faut quand même le justifier. Et puis, il y a un calcul, un pourcentage qui limite quand même ce qu'on peut répercuter en hausse de loyer. Donc, ça reste encadré. Voilà. Après, si des travaux importants et que le propriétaire investit beaucoup pour mettre des logements aux normes, on ne va pas pouvoir non plus bloquer les loyers parce que c'est quand même assez désincitatif. Puis l'objectif, c'est quand même que le parc se rénove. Donc, on milite beaucoup pour qu'il y ait des aides publiques aux propriétaires. Et donc, il y a des aides, il y a des subventions publiques, il y a des aides fiscales également. Mais on milite pour que ces aides-là soient à la hauteur, mais surtout pour qu'il y ait des contreparties sociales à ces aides. Et une des contreparties, ce serait justement de pouvoir limiter le montant des loyers à la sortie des rénovations. Puisque vous avez une aide de l'État pour pouvoir améliorer votre logement, et ben, en contrepartie, le loyer n'augmente pas, ça ne vous a pas coûté autant que ça. Et puis dans ce cas-là, si les loyers augmentent aussi, l'autre levier, c'est les locations logement qui pourra finir par aider le locataire, quoi. Donc c'est un peu l'équation. Enfin, c'est là-dedans qu'on circule à la Fondation Abbé Pierre pour essayer de tout bien border en portant l'ensemble, mais c'est pas évident. On n'obtient pas tout ce qu'il faut en même temps, mais c'est globalement quand même un sujet assez porteur. Nos revenus locatifs en France sont taxés et souvent on oublie que les bailleurs peuvent répercuter aussi une partie de ce qu'ils investissent dans les travaux, de ce que les travaux leur coûtent pour faire baisser leurs impôts.
Donc, ce qu'un bailleur investit dans l'amélioration de son logement, la remise en état, etc., il peut déduire ces charges-là de ce qu'il doit payer en impôts. Et donc, du coup, c'est aussi quelque chose qui peut faire et sur lequel qu'on pourrait aussi conditionner à une modération des loyers. Après, pour reparler des charges locatives, ben, ça, effectivement, c'est énorme, mais du coup, on tient aussi la rénovation énergétique des logements pour faire en sorte qu'au moins les charges en énergie soient moins importantes. Et puis, mais après, ça reste des aides financières aux occupants quand même qui sont très importantes. Merci beaucoup. 5 minutes, je ne sais pas pour qui, pourquoi, mais soit. Johan, t'es de retour, you're back. I'm glad you're back, Johan. Yes, I am back. It's quite shaky on my end, but I'll try to do my best. I have a bit of a rough grasp of the questions as well, but let's start with the taxation. We start from the end. Yeah, taxation and the renovation of the houses. I will say exactly like my Dutch colleague that housing companies are taxed just like any other company. So there's no special scheme for them in that sense. To continue on to this utilities issue that was raised as well about water and electricity, it's completely correct. Of course, water and the electricity is included in the Swedish brut rent. So only other like household consumption of electricity is outside, but heating and water is included. So yeah, let's leave it at that. I think that answer is very short, but it answers your questions, I believe. Otherwise, please contact me directly and we'll take it further on that note. The first question is the worst one because I had such a very, very shaky line at that time. We were talking about retrofitting and how to renovate housing. Of course, it's a huge, huge challenge, especially in those municipal buildings that were erected in the 60s and are kind of coming to their time for a facelift now in the 21st century. But at the same time, renovations are supposed to be included in the monthly rent you pay. So a certain amount of the rent you pay is actually going to maintenance of the building. So in theory, at least, you shouldn't be allowed to raise the rent for anything else but so-called standard renovation that raise the standards. So what is the standard included in the building at the moment? You can't actually technically raise, but only the things that would raise the standard from what is the original level. So this doesn't mean that the companies are not trying to raise the rents. Of course they are doing, since it's a massive investment in these housing areas. But in theory, at least, that's the answer to your question. I'll leave it at that. Okay, understand. Okay, thank you. Nous avons encore une question. Je suis obligé de vraiment prendre cette dernière. Je suis pas obligé, mais on va terminer après votre question. André, c'est à vous. Oui, ma question s'adresse à Noria, l'intervenante française. Pour rester dans la norme de loyer fixée par la commission départementale de conciliation, ce que j'ai capté, le nouveau locataire doit chaque fois chercher à se renseigner quel était le loyer qui était d'application avant que lui vienne signer les bails. Et est-ce que, ma question, donc ma double question, est-ce que les locataires se renseignent systématiquement quand ils veulent louer par rapport au loyer qui était appliqué avant, étant donné que les cadres expérimental courent quand même depuis 2018 jusqu'en 2023. Maintenant, ça vient d'être prolongé pour 2026. En 2026, il se pourrait que ça soit supprimé, mais il se pourrait aussi que ces cadres soient pérennisés. Et dans cette hypothèse, est-ce que vous ne pensez pas que ça serait intéressant de s'appuyer sur un système d'enregistrement des données qui surveille, donc qui assure le contrôle de loyers fixés, qui contrôle que les loyers qui ont été fixés soient respectés.
C'est un peu ça ma double question. Donc, mettre un système d'enregistrement de données en place, un peu à l'exemple de ce que nous avons entendu sur l'expérience irlandaise ce matin. Ok, ça va. Anso va être fâché sur moi, mais c'est pas grave. J'ai encore une... Mais vraiment la dernière question, et très petite. Donc, j'ai encore 7 questions. Non, c'est pas. Non, je voulais d'abord remercier vraiment le RBDH pour l'organisation de cette journée, mais je le dis, Werner, parce que... Tu perds ton temps, tu perds du temps. Non, c'est important. Donc, vraiment, merci beaucoup et à tous les intervenants. J'avais une question de curiosité, c'est par rapport à la façon dont les 8000 représentants des locataires sont élus, donc dans le système suédois. Je voulais savoir comment se faisait ce processus. Merci. Du coup, vous avez raison, l'ensemble du dispositif dépend un peu de l'information dont dispose le locataire sur les niveaux des loyers et puis sur les loyers qui étaient pratiqués auparavant. Je vous l'ai dit, il y a des mentions obligatoires dans les contrats, il y a les annonces immobilières doivent aussi obligatoirement mentionner les loyers plafonds, etc. Est-ce que le locataire se renseigne? Je pense qu'il y a des locataires qui sont plus ou moins renseignés que d'autres. Après, je crois aussi que ceux qui sont notre cible à nous, à la Fondation, sont ceux qui sont le moins informés. Et donc, du coup, on fait en sorte qu'ils le soient le plus possible dans le cadre des permanences et puis dans nos collaborations avec la collectivité pour que les affichages, etc., et puis que l'information des locataires, leur accompagnement soit le mieux possible. Mais ça peut nettement s'améliorer. Je pense qu'il y a énormément de contrats et puis beaucoup de locataires qui passent à côté de cette information-là. Et vous avez raison aussi, si le dispositif est pérennisé, mais aussi de manière générale, s'il pouvait y avoir un système d'enregistrement des baux, tout simplement avec ce qu'il y a à l'intérieur, le niveau des loyers, qui était locataire, pendant quelle durée, et puis aussi, comme on le disait tout à l'heure, combien de temps ça a été loué, pourquoi le contrat s'est terminé, pour quel type de congé. Est-ce qu'il est justifié ou pas? Est-ce que des travaux ont été entrepris? Ça permettrait de suivre. Et puis, si tout ça a été enregistré et était aussi accessible, après avoir été éventuellement anonymisé ou à l'adresse, ce genre de choses, ça ferait aussi pas mal d'informations intéressantes pour tout le monde. Ok, merci beaucoup. Et alors, Johan, la toute dernière question, comment les 800 représentants sont élus chez vous? Oui. Well, they are elected democratically as at every annual constituent meeting in the organization. So they are members of our organization, and then they are elected first locally, and then they might end up in the national organizations. So, but we are, as you saw before, 530,000 households. So we have quite a few people to bring in elected representatives from. Merci beaucoup pour les intervenants, hein, Maarten, Johan et Noria. Un grand merci pour votre intervention.